est-ce que la République démocratique du Congo existe? Nous débattons là-dessus. Est-ce qu'elle existe comme État? Est-ce qu'elle existe comme économie? Est-ce qu'elle existe comme nation? Qui dit État dit souveraineté. Sans souveraineté internationale, un État n'en est pas un. Est-ce que nous avons les attributs de souveraineté? Quelle est la taille de nos partis politiques? Taille en termes d'ancrage sociologique, mais en termes aussi des résultats sur la représentation nationale qui incarne la souveraineté du peuple. Que vaut l'IDPEX? Que vaut le PPE? Qualitativement en termes de vision politique, des projets de société. Quantitativement en termes de pourcentage d'électorat au sein de l'Assemblée nationale, mais aussi du Sénat. Quelles valent nos coalitions? Tout à l'heure, on parlait du dialogue. Il y a une des tribunes où j'ai parlé de la RDC disant qu'il s'agit d'un royaume des aveugles conduit par des borgnes. Un État peut être développé, mais être en faillite, avoir des comptes en déséquilibre, des comptes publics. Un État peut être pauvre et être en faillite. Le Congo est en faillite, mais il s'agit de la faillite des pauvres. Les pauvres ont le malheur de ne pas être conscients de sa pauvreté. Ça, c'est les résultats des élections 2011. Le PPRD, qui est le principal parti du pays, mais aussi de la majorité ensuite du pays, aujourd'hui, sur 500 députés, ils n'ont que 62 députés, soit 12,4 de l'électorat. Suivi du MSR, qui a quitté 27 sièges sur 500. Ça signifie que les MSR ne pèsent que 5,4. Celui du PALU, mon parti, 17 sièges, soit 3,4. AFDC, 3,4. ARC, 3,2. Donc la coalition au pouvoir, ou tout moins ceux qui en restent, ne pèse que 27% de l'électorat. Et donc n'a pas la majorité. Excellence, Monsieur le Premier ministre, je vais donc vous céder la parole. Merci d'être là parmi nous. Tout à l'heure, assez discrètement, j'ai suivi dans la salle d'à côté les débats avec les amis de l'UDPS et la salle. Je suis très intéressé et je suis même tenté de commencer par là. Il est vrai que j'ai été invité pour parler des défis de la société congolaise. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, chers compatriotes, camarades étudiants, je voudrais vous remercier pour cette invitation. Et ici, de prime abord, je remercie les étudiants, l'ASBEL Change, les étudiants du cercle, plutôt les jeunes du cercle des étudiants. Il n'y a pas que des jeunes dans le cercle, que je sache, cercle des étudiants des l'UB, Inadi, Bisso Nabisso, cercle des étudiants des UCL, l'université catholique, libre catholique, pardon, l'université catholique de Louvain, Louvain-la-Neuve, les femmes, l'ASBEL Femmes et Nations. Merci beaucoup de cette invitation pour discuter, échanger autour des défis de notre société. La question que je voudrais poser à la salle, qui pour moi est un questionnement qui peut rester permanent, sur lequel nous pourrions aborder quelques éléments de réponse, c'est: est-ce que la République démocratique du Congo existe? Nous débattons là-dessus. Est-ce qu'elle existe comme État? Est-ce qu'elle existe comme économie? Est-ce qu'elle existe comme nation? Qui dit État dit souveraineté. Sans souveraineté internationale, un État n'en est pas un.
Est-ce que nous avons les attributs des souverainetés? Attributs des souverainetés, ça veut dire la défense nationale est capable de défendre l'intégrité territoriale. C'est aussi la monnaie. Est-ce que la RDC a une monnaie? Quelle est-elle? Le dollar. C'est très bien, ça signifie, et là vous m'aidez, qu'il y a cours légal, dans notre pays, il y a 2, voire 3 monnaies. Le franc congolais, qui cohabite en termes de cours légal avec les dollars, et l'euro subsidiairement. En tout cas, toutes les monnaies peuvent circuler, aussi bien sur le marché d'échange que sur le marché des biens et services. C'est-à-dire qu'on peut faire des transactions en dollars, en euros, en francs congolais, mais en tout cas en toutes les monnaies convertibles, des monnaies internationales. Et même dans la masse monétaire, irriguée par l'économie sous contrôle de la Banque centrale, il s'agit de la masse monétaire intégrée. Plus ou moins 70% de cette masse monétaire est en dollars. La différence, c'est en francs congolais. Ça signifie quoi? Que la Banque centrale gère 2-3 monnaies dont pour certaines il n'a pas le pouvoir d'émission. Il n'a pas de prérogative sous le contrôle des autres monnaies. En fait, la monnaie lui échappe. Nous parlerons de la Banque centrale en ce qui concerne ses comptes d'exploitation. Elle est en pleine décapitalisation. Ces 3 critères ou attributs de souveraineté: défense, monnaie, qui dit monnaie dit économie, mais aussi la diplomatie. Les deux se tiennent. Est-ce que nous sommes un État? Nous l'examinerons quand nous parlerons de l'ensemble des défis. Est-ce que nous sommes une nation? Une nation suppose une unité politique, une identité culturelle. C'est des échanges économiques, culturels entre les communautés. Ce qui suppose des routes d'intégration nationale. Avons-nous une seule route nationale? Est-ce que nos communautés, qui ne sont, de mon point de vue, qu'une juxtaposition des gens qui habitent sur le même espace, avec frontières internationales, nos communautés n'échangent pas entre elles? Est-ce qu'à ce moment-là, n'ont pas une identité en termes culturels, en termes sociétals, parce qu'ils ne changent pas économiquement, ils n'ont rien en commun qui puisse les lier les unes aux autres en termes de défis. Parce qu'au Congo, nous y reviendrons, la plupart des provinces, nous en avons maintenant 26, échangent plus avec les pays voisins qu'entre elles. Problème d'identité, donc problème des nations et des nationalités. Est-ce que nous sommes une économie? Une économie, c'est un système, c'est une matrice, il y a des économistes, j'imagine ici, une matrice interindustrielle, ça suppose, ou sectorielle, ça suppose que les différents secteurs économiques échangent entre eux. Le secteur agricole approvisionne l'industrie et bénéficie de l'industrie, les traitements en produits finis de ce qu'elle produit, ou lui, il produit. Et puis les tertiaires, c'est-à-dire les tertiaires commercialisent ce qui est produit par les secteurs industriels et ce qui est produit par le secteur agricole. Cette matrice des données et recevoir qu'on appelle matrice input-output. Est-ce que nous avons cette matrice-là? Et nous venons de parler de la monnaie. Qui dit économie suppose une monnaie, mais une monnaie stable, une monnaie qui couvre toutes les transactions, qui joue toutes ces fonctions économiques, notamment les talons de valeur, réserves d'échange, etc. Voilà, c'est en examinant les différents défis que nous allons, en regardant leur ampleur par rapport à la norme que peut définir la théorie, mais aussi la norme par rapport aux autres États, pays développés, pays sous-développés, des pays qui ont plus ou moins les mêmes caractéristiques économiques, géographiques, nos pays voisins,
quel est le niveau quelle est notre situation. Donc, les défis, il y en a plusieurs. J'ai voulu mettre l'accent sur, avant le débat sur ces défis, mettre l'accent sur la problématique essentielle. Est-ce que c'est dont nous discutons et dont nous identifions les défis existent-ils? Alors, si ça signifie que les défis seront d'ordre, si vous voulez, liés au fonctionnement, liés à la gestion. Et il me semble ici, par rapport à la portée des défis que nous allons examiner tour à tour, nous en prendrons certains, se pose un problème existentiel de cette nation, de cette économie, si ça n'est une, mais aussi de cet État. Les défis. J'en ai identifié 8, 10, qui me paraissent essentiels, même s'il y a des milliers de défis. Le premier défi, c'est le défi de la pauvreté. Ces défis, nous pouvons l'apprécier et l'examiner à partir de plusieurs agrégats, dont l'agrégat classique, les PIB. Le PIB global, mais aussi les PIB par tête d'habitants. Quel est le PIB de la RDC? Nous en parlerons. Quelle est la portion qui revient à chaque Congolais? Les Congolais vivent avec combien par jour? Si la répartition des revenus s'est faite de manière égalitaire, ce qui n'est pas le cas, mais nous prenons cette référence pour question d'analyse. Le deuxième défi, ce n'est pas en termes d'ordre d'importance, hein, parce que finalement tous les défis se tiennent. Il n'y en a pas qui soient plus importants que d'autres. Le deuxième défi, c'est le défi du chômage. Le troisième, le chômage, nous en parlerons tant en termes d'ampleur qu'en termes de l'évolution, en ayant en parallèle, par exemple, le chômage dans votre État. Qu'est-ce qui les caractérise? Quelle est la différence quantitative, mais aussi qualitative, avec la Belgique, les pays développés, mais aussi avec nos pays africains? Le quatrième défi, c'est celui d'intégration de l'économie. Est-ce qu'on a une économie intégrée, aussi bien au reste du monde qu'à l'intérieur en son sein propre? Nous venons de parler de la matrice interindustrielle. Le cinquième défi, c'est le défi des infrastructures. Je posais la problématique de l'existence de la nation en tant que communauté intégrée et échangeant avec elle-même. Avons-nous des routes? Avons-nous des chemins de fer? Est-ce qu'une économie peut-elle exister sans route, sans chemin de fer? À supposer même qu'on bombarde tout ce que nous avons comme industrie ici, sur les Congos, que ces industries pourraient fonctionner dans un pays où il n'y a pas de route, voie de communication, mais surtout les autres infrastructures de base, à savoir l'eau, l'électricité. Défi des infrastructures. J'en suis à la sixième, si je ne me trompe pas, parce que j'ai choisi d'en parler trois. Bon, il y a des défis de leadership politique, mais aussi social. La force des États ici et les gestionnaires des États, c'est des partis politiques ici dans le pays avancé. Quelle est la taille de nos partis politiques? Taille en termes d'ancrage sociologique, mais en termes aussi des résultats sur la représentation nationale qui incarne la souveraineté du peuple. Que vaut l'IDPS? Que vaut le PPE? Qualitativement en termes de vision politique, des projets de société. Quantitativement en termes de pourcentage d'électorat au sein de l'Assemblée nationale, mais aussi du Sénat. Quelles valent nos coalitions? Tout à l'heure, on parlait du dialogue. Il y a une des tribunes où j'ai parlé de la RDC disant qu'il s'agit d'un royaume des aveugles conduit par des borgnes. Nous en parlerons pour dire que même les dialogues dont nous parlons, c'est un dialogue des borgnes. Des gens qui ne méritent pas de diriger cette nation-là. Il s'agit de nous quand je parle de ça. C'est-à-dire qu'il y a comme une défiance entre le peuple et nous. On sait qu'il ne nous a pas donné ses suffrages. Je parle des principaux partis politiques. Le peuple a jeté ses suffrages. Je vous pose la question, si en les faisant lui-même existe, parce qu'il se pose un problème de fédération de ses idées, de son projet, à travers le parti politique, fédération qui n'a pas lieu, qui fait que le grand parti, ou soi-disant grand, pose problème.
n'ont pas d'électorat avec eux. C'est d'ailleurs ce qui fait que tous ils veulent bien, j'allais dire le dialogue, mais surtout la transition. Parce qu'ils sont en désaccord avec le peuple. Nous y reviendrons. Je crois que c'est plus ou moins ça. J'ai omis quelque chose, je n'ai même pas regardé. Alors revenons en commençant par le premier défi. Le défi de la pauvreté, on peut le mesurer par le PIB. C'est un agrégat sur lequel nous pouvons nous mettre d'accord parce qu'il concerne toutes les nations. C'est comme ça que l'économie, de manière générale, les économistes, les doctrinaires, les hommes politiques mesurent les niveaux d'économie en termes de production que chaque économie génère, mais aussi la quantité qui revient à chaque citoyen en moyenne, en supposant que la répartition est égalitaire. Alors ici, je voudrais, avant de situer le Congo, internationalement, en termes de son PIB global, mais aussi par tête d'habitants, commencer par une référence que je considère comme absolue jusqu'à nouvel ordre, à savoir la richesse des pays développés. Les États-Unis ont un PIB de 17 000 milliards. J'aime beaucoup les chiffres ronds parce que, excusez-moi, je suis habitué à communiquer avec la base et que je n'aime pas trop les détails, c'est difficile à traiter. Donc j'ai dit les États-Unis ont un PIB de 17 000 milliards. La France, c'est 2800 milliards. La Belgique, c'est 530 milliards. L'Allemagne, c'est 3800 milliards. Mettez euros ou dollars, ça n'a pas beaucoup d'importance. C'est l'ordre de grandeur qui nous intéresse. La Norvège a un PIB de 500 milliards. Mais rapporté à leur population, quelle est la fraction par citoyen? Les Américains, ils sont 320 millions. Quand vous faites la division, vous avez 54 600 $1000 par Américain. Les Français, ils sont 67 millions. Vous divisez les 2830 milliards, vous avez 42 000 par Français. Et si vous voulez, je peux avancer en divisant cette tranche annuelle, ces revenus annuels ou cette consommation, ou cette dépense par citoyen, des Américains divisant par 365 jours. Un Américain vit avec 150 $ par jour. Évidemment, ici, ça signifie multiplier par 10. Ici, il s'agit du revenu qu'on gagne en intégrant toutes les prestations. Le revenu qu'on gagne, les prestations de l'État, services publics, sécurité, transport, électricité, toute la partie subventionnée par l'État plus ou moins. Un Français vit avec 115 $ par jour, un Belge avec 130 $ par jour, l'Allemagne c'est plus ou moins la même chose, la Norvège 275 $ par jour. Bien que le PIB du Norvégien, de la Norvège est inférieur, mais c'est la population qui est d'autant plus petite que les gâteaux qui reviennent à chacun est plus important. Donc le niveau de vie, j'entends. Théorique. Alors, regardons un peu ce qui se passe chez les pays pauvres, dont la RDC. L'Afrique du Sud a un PIB de 350 milliards de dollars et ils sont 54 millions. C'est la plus grande économie, mais seulement ils ont un niveau de vie, les Nigérians, c'est 3250 $ parce qu'en fait ils sont 178 millions comme population. Congo-Brazzaville, ils sont 13 milliards. J'anticipe pour dire que le Congo-Kinshasa, c'est 40 milliards. Donc, Congo-Brazzaville entre dans les Congo en termes de production globale 4 fois. J'exagère, c'est 3 fois et demi ou 3 fois. Mais seulement, les Congolais d'en face, puisqu'ils sont que 4 millions, ils sont à 4 millions 500. J'ai arrondi, ben, ils ont un PIB par tête d'habitant de 3200 $. Le Cameroun, le Kenya, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Rwanda, la petite Rwanda. Ah oui, mais il y a Kéba parce qu'on n'a pas la souveraineté, on n'a pas la défense. Il y a dit Kéba. Je ferai attention la prochaine fois. Bien. Et
Et donc, en moyenne, les Africains, l'ensemble, disons, sur ces échantillons, je l'espère, représentatifs, sont autour de 3, 4, 5 dollars par jour comme revenu, mais le Congo est à 1,47 $. Son PIB est de 40 milliards, plus ou moins aussi important que celui de la Côte d'Ivoire, du Cameroun, plus ou moins, au-dessus de la Zambie, qui est assez bien, mais on est en dessous du seuil de pauvreté. Le seuil, c'est 2 dollars ou 1,80 $. Voilà les défis pour le Congo en ce qui concerne la pauvreté. On aurait pu prendre d'autres repères d'appréciation, mais je me suis limité pour simplifier à ça, pour montrer où se situe le Congo. Les défis du chômage. Le chômage 2013, je ne vais pas en parler, je préfère parler du chômage 2014 en moyenne. Nous sommes 80 millions, comme on vient d'en parler, comme on vient de le dire. Plus ou moins 30 millions représentent la population passive. Et 50 millions représentent la population active, c'est-à-dire encline à travailler. Des gens qui, entre 15 et 65 ans, peuvent travailler. Mais sur ces 50 millions, 25 millions travaillent. Les 30 millions qui font partie de la population passive, c'est-à-dire les jeunes, les enfants, les jeunes de 0 à 14 ans, ainsi que ceux qui peuvent être au-dessus des 14 ans, mais qui étudient, donc constituent la population passive. 3 millions. Mais le grand problème, ce n'est pas le nombre de chômeurs, je ne sais pas, je crois que je viens de dire que sur cette population active qui est de 50 millions, plus ou moins la moitié travaille, l'autre moitié ne travaille pas. Ceux qui travaillent, là, nous n'avons pas le temps d'entrer dans le détail pour voir la nature de ces emplois. Et parce qu'il y a une rubrique, ça c'est récent, avec les gouvernements en place, une rubrique qu'on appelle les indépendants, qui viennent sur le marché chaque année. Nous avons un taux de croissance de 3,5. C'est qu'en moyenne, la population congolaise augmente par année plus ou moins autour de 3 millions. C'est-à-dire que le Congo produit 3 Gabons. Tout à l'heure, vous avez vu le Gabon a une population de 1,5 millions. J'ai peut-être exagéré, mais en tout cas, au minimum, c'est 2 Gabons que nous produisons chaque année en termes de population. Alors, sur cette population-là, ceux qui arrivent sur les marchés autour de 15-16 ans, et qui ont dans la population active, qui viennent demander du travail chaque année, c'est plus ou moins 2 millions de Congolais. 2 millions. La Belgique, c'est 11 millions d'habitants. La population active, c'est plus ou moins 6 millions. Et la passive, c'est-à-dire les jeunes et les vieillards retraités, je vais revenir sur la population active pour vous en donner les caractéristiques. 6 millions, c'est la population active, c'est des gens enclins à travailler. Plus ou moins 90, 95 d'entre eux travaillent ici, mes chiffres sont bons, mais en tout cas, la Belgique a un taux de chômage en dessous des 10. Donc si nous exagérons, nous choisissons de nous tromper par excès, on peut considérer que sur ces 6 millions, si 10% ne travaillent pas, c'est combien? 600 000 chômeurs. J'allais dire oui, chômeurs. La particularité pour la Belgique, je prends comme exemple, c'est que la majorité travaille dans la population active et la minorité ne travaille pas. Et donc la majorité, qui non seulement travaille, mais ont du moins un revenu assez substantiel, ils peuvent cotiser et financer à travers des indemnités ceux qui ne travaillent pas et qui ne sont que minoritaires. Ensuite, la population passive, c'est des vieillards retraités qui avaient travaillé et pour avoir travaillé, avaient cotisé. Et parce qu'il y a un système d'assurance, il y a des instituts nationaux de sécurité sociale et qui donc assurent la collecte pendant qu'ils travaillent et qui, de ce fait, les rassure un avenir à travers une couverture sociale. Il en est de même pour cette population passive, des jeunes, des enfants. Parce que pour la plupart, ils appartiennent à des familles dont les parents travaillent. Où ils sont des enfants des retraités qui ont une couverture sociale, en même temps que l'État assure une couverture sociale pour les jeunes et la jeunesse. Et la part de ceux qui viennent sur le marché, étant donné un taux de croissance démographique qui est très faible, en dessous de 1%, alors que nous on est
à 3,5, c'est que les jeunes qui naissent, faites des calculs par année, les bébés et autres, mais surtout les jeunes qui atteignent l'âge de travailler, c'est 50 000, j'exagère, mais je considère que l'économie belge peut créer 50 000 emplois pour inverser la courbe et aller vers la baisse du taux de chômage. C'est à ça porter aussi bien du point de vue économique, mais aussi du point de vue de la charge et du poids démographique. Chez nous, c'est 2 millions à qui il faut trouver de l'emploi chaque année. Nous pouvons scruter en disant que d'ici 5 ans, il y aura plus ou moins 10 millions de jeunes qui seront sur le marché, à qui il faudra trouver du travail. La crise actuelle, nous en parlerons, n'est pas de nature à faciliter la tâche. Donc nous aurons par devers nous, entre nos mains, 10 millions de nouveaux à qui il faudra donner du travail. Et si on ne les fait pas, ils viennent gonfler l'armée des chômeurs existants. Je parlais des 25 millions. Et puisque tel sera le cas, à savoir que nous pourrons créer, d'après les dernières statistiques, au maximum que 100 000 emplois par année, ce qui déjà est une surestimation. 100 000 emplois, et donc pour l'essentiel des emplois, j'allais dire publics, parce qu'il y a un potentiel au niveau de l'État. Nous parlerons de la taille de l'État pour montrer combien nous sommes sous-industriels et qu'il y a des emplois qu'on peut donner et aux jeunes qui chôment aujourd'hui et ceux qui viendront demain. Et la question, c'est comment les financer. Alors, donc, les défis de la RDC, le chômage aujourd'hui, mais surtout demain. Je voudrais insister en ce qui concerne la population passive, vous donner ce qui lui est spécifique, à savoir que nos jeunes, c'est des jeunes dont les parents n'ont pas de couverture sociale, c'est des jeunes appartenant à des familles de sans emploi. Et puis au Congo, il faut plus parler des sans emploi, du chômage à longue durée que des chômeurs proprement dit. Je me demande si nous en avons. C'est-à-dire des gens qui, au bout d'un an, 2 ans, cherchent encore du travail, ne travaillent pas pour avoir perdu un contrat. Et donc, la population passive, c'est des vieux. Retenez en passant que 70% de la population congolaise vit ou vivent dans le milieu rural. Donc, le chômage dont nous parlons concerne aussi ceux-là qui, en fait, il faut un autre concept, ils sont dans une économie de cueillette, ils sont régis par d'autres lois de fonctionnement, ce n'est qu'une parenthèse. Et donc, nous avons des vieux entre 65 et 100 ans ou plus qui sont dans la position des retraités. Et d'ailleurs, ils ne sont pas nombreux parce que pour la plupart, c'est des gens qui sont devenus des retraités des faits pour n'avoir jamais travaillé toute leur vie. Et un autre élément social important, c'est que sur cette population passive, du moins les adultes, les vieux, et la population active, dans la population active, c'est qui ils travaillent, la plupart ne sont pas affiliés à l'UNIC d'ailleurs, Institut national de sécurité sociale. Tenez, ça vous intéresse, surtout vous qui prendrez la relève de moi. Qu'est-ce que nous allons vous laisser comme héritage? On me signale que le débat sera dans 10 minutes. Très bien. Alors, 350 000 seulement que nous avons comme affiliés à l'INSS. C'est-à-dire qu'il s'agit de 2% de la population qui travaille, mais aussi la population passive, à savoir les vieux qui sont censés être retraités et affiliés vivant leurs indemnités sociales ou de leurs pensions de retraite. Donc c'est un défi. Je viens donc d'indiquer l'évolution du chômage, les caractéristiques. Le 4e défi, c'est le défi de la faillite de l'État. Un État peut être développé, mais être en faillite, avoir des comptes en déséquilibre, les comptes publics. Un État peut être pauvre et être en faillite. Le Congo est en faillite, mais il s'agit de la faillite des pauvres. Les pauvres ont le malheur de ne pas être conscients de sa pauvreté et de sa faillite. Voyez-vous, un pays riche en faillite, comme la Grèce, j'espère qu'elle est en train d'en sortir, un pays développé, mais dont les comptes publics ne sont pas en équilibre, en commençant par les comptes sociaux.
Le Kenya, c'est un pays pauvre, mais qui est en équilibre du point de vue de ses finances publiques et de son secteur public. Le Congo, en plus de ce qu'il est pauvre, il est en faillite. Faillite en termes d'incapacité, d'insolvabilité pour payer une partie de son personnel public. Sachez que dans l'enseignement primaire et secondaire, 60-65% seulement d'enseignants sont payés, les autres ne sont pas payés. J'ai laissé cette situation, hein. C'est un héritage. Et puisqu'à chaque fois, il faut recruter d'autres, parce que le besoin des prises en charge scolaires augmente avec les éléments démographiques que je viens d'indiquer. Et il y a de plus en plus d'enseignants qu'on recrute qui ne sont pas mécanisés et payés à cause de la faillite de l'État en termes de son budget en rapport avec l'enseignement primaire et secondaire. Au-delà de non-respect dans l'exécution de ces budgets, il n'y a que il est petit. Faillite en termes par rapport à son administration, l'incapacité d'abord à mobiliser les ressources, et quand même les ressources sont mobilisées, la difficulté à respecter la mise à disposition des fonds au profit de l'administration publique. Mais aussi en faveur des provinces. Je vous dis que toutes nos provinces sont en faillite. Faillite. Les entités décentralisées, n'en parlons même pas. C'est-à-dire les entités subalternes relèvant des compétences des provinces à travers la rétrocession que nous libérons difficilement, sinon pas. Et aussi à travers le fait que les provinces elles-mêmes, en termes de recettes propres, elles ne les libèrent pas, ce qu'il faut aux entités décentralisées. Déséquilibre, vous êtes déjà au niveau des agrégats équilibrés. Je suis obligé d'aller, on m'a donné 10 minutes. Je vais parler du leadership, je vous épargne. J'allais dire un mot sur pour montrer les faibles niveaux d'intégration des données économiques. J'aurais pu parler de la structure de nos exportations pour montrer que notre pays n'exporte qu'un produit, sinon deux, et qui représente sur les recettes d'exportation 97%, et que le secteur industriel il est embryonnaire, qui n'exporte rien. Nous n'avons pas d'agriculture d'exportation, etc. Et qu'il suffit que le cuivre, qui est l'unique, de toute façon, tous les produits de base, il suffit de la baisse, parce que là, nous dépendons de l'économie internationale, il suffit que cette économie fasse des caprices ou ait des difficultés, nous subissons le coup, un choc qu'on appelle traditionnellement choc exogène. J'ai voulu aussi vous parler on n'a pas le temps de vous parler de la structure de notre croissance et puis sa qualité. Pour dire que le pays n'est pas résilient, que le pays est vulnérable, il nous fait un partenariat avec les FMI et la Banque mondiale, c'est leur mission. On n'aura pas eu le temps, je parle du leadership. Si vous pouvez me montrer les statistiques qui montrent la taille de nos partis politiques et la défiance avec le peuple, l'absence des corps intermédiaires qui fragilisent le pays et qui fait d'ailleurs qu'à chaque fois, on a des crises politiques récurrentes. Voilà. Ça, c'est les résultats des élections 2011. Les PPRD, qui est le principal parti du pays, mais aussi de la majorité ensuite du pays, aujourd'hui, sur 500 députés, ils n'ont que 62 députés, soit 12,4 de l'électorat. Suivi du MSR, qui a quitté 27 sièges sur 500. Ça signifie que les MSR ne pèsent que 5,4. Celui du PALU, mon parti, 17 sièges, soit 3,4, AFDC, 3,4, AM 3,2. Donc la coalition au pouvoir, ou tout moins ceux qui en restent, ne pèse que 27% de l'électorat. Et donc n'a pas la majorité. Elle a dû donc obtenir l'allégeance des petits partis à comment je puis dire, à un député, deux et des indépendants pour constituer une majorité. En fait, comme vous le voyez, est terme hétéroclite et éclectique. Je ne veux pas donner les gages de la stabilité de l'institution, mais en tout cas, une unité de commandement et donner une orientation, tellement il y en a plusieurs, ou tout au moins il n'y en a pas. Alors, l'opposition, les principaux partis de l'opposition. L'UDPS, 41 sièges, 8,2. Le MLC, 22 sièges, 4,4. L'UNC, Vital Kamerhe, 17 sièges, soit 4. L'opposition au niveau des principaux partis ne pèse que 14%. Donc tous ces messieurs
qui font du bruit et que nous... Je suis de ceux-là, tout au moins je présume parce que je suis de la classe politique. Opposition, majorité, vous le mettez ensemble, ils ne sont pas représentatifs du peuple congolais. Dans les bonnes démocraties ou des vraies démocraties, deux principaux partis, c'est-à-dire les partis de la majorité, les partis de l'opposition, s'ils sont ensemble, c'est le cas en Angola, Congo-Brazzaville, Afrique du Sud, etc. Si deux partis, opposition et majorité, sont ensemble, peuvent décider de l'avenir du pays. Et si vous les mettez tous ensemble, les plus grands partis, supposés ou supposés tels, ils ont moins de la moitié. Ça signifie que l'autre moitié, peut-être plus que la moitié, représente des partis à qui le peuple a jeté le voix par défaut. Ça signifie que les principaux partis n'ont pas une vision fédératrice, respectivement ou collectivement. Ça signifie qu'il y a un problème de gouvernance. Ça signifie que ces gens-là sont conscients de la déficience en rapport avec le peuple. D'où la tendance, à la fin des échéances, de plutôt s'y retrouver pour se partager le pouvoir plutôt que d'aller au peuple, parce que les uns et les autres ont perdu le peuple. Nous sommes en déficience avec ce peuple. Et donc, il y a un problème de leadership, un problème de vision. De sorte que, fondamentalement, il faut se poser la question, si un peuple ne peut pas être fédéré autour d'une vision à moyen et à long terme, autour d'un destin, et qui se reconnaissent dans ce destin, parce que mobilisé à cet effet par les leaderships politiques, puisque ce peuple existe. Parce que ce n'est pas une foule de gens qui n'ont rien en commun, parce que les dirigeants n'arrivent pas à les mettre en commun autour d'un destin, d'un projet. C'est un défi. Je crois pouvoir me terminer ici, mais plutôt pouvoir terminer ici en commentant la discussion qu'il y a eu ici. Ce n'est pas tant un commentaire qu'une obligation pour moi d'en dire un mot. En fait, le Congo est en crise. Pour moi, il y a une double crise, une triple crise. D'abord, double en termes de nature, il y a la crise au sein de la classe politique, ce que j'appelle la crise horizontale, qui fait qu'à chaque fois on ne se met pas d'accord pour les textes à respecter. Mais qui fait aussi que nous avons de conflits, pour ça c'est le dialogue vertical avec le peuple, parce que comme vous le voyez, il n'est pas en accord avec nous, parce qu'il ne se reconnaît pas en nous, il n'adhère à aucun projet parce qu'il n'y en a pas, ou tout au moins parce que ce n'est pas crédible. Dialogue vertical. Mais évidemment, il y a aussi la crise, j'allais dire économique, parce que de par l'analyse, il ne s'agit pas d'une crise. Nous sommes pauvres, on est nés pauvres, on n'a pas encore créé la richesse, tout au moins à la dimension du pays. Et donc, cet état de choses fait que de temps en temps, nous sombrons, nous remontons, mais tout en étant toujours pauvres. Et quelquefois, l'élan est brisé, et c'est le cas maintenant. Deux crises principales. Mais la crise politique, parlons-en. Aujourd'hui, les élections, la majorité à laquelle j'appartiens n'a pas organisé les élections dans les délais. On ne va pas les organiser dans les délais. C'est d'abord une faute. Les explications, c'est autre chose. Et j'ai plaint que nous, de la majorité, qu'on ne fait pas profil bas. Et nous avons tendance à réagir par rapport à l'opposition, alors que notre conflit, c'est avec le peuple, en ce que nous ne lui avons pas donné la possibilité de s'exprimer sur son destin. Nous devions faire profil bas, expliquer pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé, etc. Encore que la démocratie telle qu'elle est, avec ses forces et ses faiblesses, c'est le produit de ceux qui aujourd'hui sont au pouvoir. Le fait d'avoir un problème comme celui-là, en tant que démocrate, si on l'est, je présume que sur les cas, tout au moins, on aurait pu expliquer. Non pas lancer Colibé à l'opposition, parce qu'elle a le même problème de légitimité que la majorité, historiquement, mais expliquons au peuple qu'est-ce qui s'est passé et comment et quand on peut résoudre. Tel n'est pas le cas malheureusement. Donc nous n'aurons pas les élections dans les délais. J'ai entendu un discours, les questions étaient pertinentes, mais aussi quelques indications de la part de ceux qui répondaient. Le problème, c'est que, quelles que soient les raisons, mauvaise foi, bonne foi, le constat est qu'on n'aura pas les élections dans les délais. Et qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on devient? Moi, je vous invite à réfléchir avec moi, parce que ici, je suis à l'université. Quels sont les scénarios possibles? J'ai fait 2 tribunes à ces propos.
pour indiquer les hypothèses possibles dans les cadres des scénarios possibles. Nous sommes le 19 décembre, le lendemain c'est le 20 décembre. Les présidents actuels, son mandat termine. Qu'est-ce qu'on sait faire? Qu'est-ce qu'on fait? Premièrement, la majorité estime que le président continue. Et parce que la Cour constitutionnelle a fait cette interprétation-là. Il faut partir du principe que s'il continue, il a un problème de légitimité. L'opposition estime qu'il ne devait pas continuer, parce qu'il n'a pas la légitimité, parce qu'il n'a pas fait preuve de volonté pour donner au pays les élections. Deux scénarios ici se présentent. Ou bien, on reconnaît qu'il y a vacances, et là encore, puisqu'il faut, la vacance, il faut la constater. Qui la constate et sur base de quoi? Le gouvernement, le Premier ministre. C'est comme ça que je comprends la Constitution. Fait rapport à la Cour constitutionnelle pour constater la vacance. Il y a des avis qui estiment qu'on ne peut pas parler de la vacance parce qu'il n'y a pas eu interruption, etc., du gouvernement. Mais à supposer qu'on établisse qu'il y a vacance, il faudra que la Cour constitutionnelle, là aussi, soit saisie et qu'elle établisse la vacance et institue le président du Sénat. Et lui aussi, il a une difficulté parce qu'il doit organiser les élections dans le délai de 3 mois, maximum 4 mois. Avec quelle administration électorale va-t-il respecter ce mandat? Parce que tel n'est pas le cas avec l'actuel. Avec quel gouvernement va-t-il gérer ce que j'appellerais non pas transition, mais la période intermédiaire? J'indique en passant aussi les présidents du Sénat, en cas de vacances, encore faut-il que la vacance soit constatée par l'autorité habilitée, il aura nécessairement des difficultés pour rester dans le délai. Et donc, au-delà des 4 mois, il va se poser un problème. Il n'a pas, puisque nous sommes, l'hypothèse étant que les postulats, nous sommes tous à cheval sur la Constitution, il faut la respecter. Mais du moment où il ne la respecte pas, qu'est-ce que nous faisons? Nous sortons de la légalité constitutionnelle. Il faut négocier. J'ai entendu les amis de l'IDPS le dire, du point de vue de cet espace-là, il faut tirer la conséquence que, en cas d'accord politique, c'est-à-dire que nous aurons des institutions de fait parce qu'il faut une autre constitution. Parce que celle-ci ne permet pas à un président non élu ou à une autorité de transition de porter la constitution, l'actuelle. Donc, de ces faits-là, nous sortons de la légalité constitutionnelle actuelle. Nous basculons dans un texte de faits qui sera le produit de l'accord politique, c'est qu'il suppose qu'on est en plein dans le dialogue. Parce que déjà, pour instituer de nouvelles autorités politiques, le dialogue lui-même va se doter des compétences à travers un texte que la classe politique va rédiger à ces moments-là. Parce qu'on ne peut pas avoir une instance qui décide des affaires du pays sans avoir des compétences, mais aussi sans avoir un pouvoir originel, qui ici serait un pouvoir venu de la classe politique dans le cadre du dialogue, ou à la suite des négociations pour créer les dialogues, en lui donnant les compétences, y compris d'instituer une nouvelle légalité, d'instituer le Parlement des faits, le président de la République des faits, Parlement des faits, gouvernement, président de la République, etc., qui auront des compétences pour gérer le pays pendant cette période de transition. Les délais de cette transition dépendra de la classe politique. Moi, je présume qu'ils vous remplissent d'une année. Moi, je souhaite que ce soit 1 an, comme tous, mais en tout cas, du point de vue du peuple, qu'on aille très rapidement. Mais je les connais. Je me connais, nous avons des problèmes. Et avec le peuple, on n'est pas prêt, on ne s'est pas implanté. Cette configuration n'a pas changé. Hein? C'est-à-dire que le fait qu'on ne se soit pas implanté, le fait que les partis sont pauvres, et sachez-le, nos partis sont pauvres. PPRD, Fallou, IDPS. J'ai dit bien délibérément VVRV, parce que
il est probable que les cadres récupèrent l'argent. Moi, je ne fais pas la confusion entre l'argent des cadres et l'argent de l'organisation. Parce que je connais la tradition pour les cotisations. Les responsables des partis politiques, y compris ceux qui sont au pouvoir, pour vivre et fonctionner le parti, ils sont dans la cueillette. Il n'y a pas de cotisation tout au moins substantielle. Et l'État, les dirigeants politiques n'ont jamais voulu donner des ressources formellement aux partis, y compris ceux qui ont gagné. Donc nos partis sont faibles, n'ont pas de comptes, n'ont pas de budget.